Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 21 juin, au sommaire cette semaine, 5 articles. Plus de la moitié des Français ne prévoient pas de profiter des soldes d'été, à lire sur e-commerce mag. Les fonds aiment encore l'e-commerce, mais pas les e-commerçants, à lire sur le JDN. Le e-commerce est bien un bouclier anti-inflation pour les Français, à lire sur Clubic. Événements et influenceurs dans le retail, quel crossover imaginer, à lire sur République Retail. Et enfin, les marques de prêt-à-porter s'allient pour décarboner leurs approvisionnements, à lire sur e-commercemag.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Plus de la moitié des Français ne prévoient pas de profiter des soldes d'été, à lire sur e-commercemag.fr en date du 20 juin. Selon une étude menée par OpinionWay pour Molly, 59% des Français ne feront pas les soldes d'été cette année. Du côté de ceux qui prévoient d'acheter, le budget est en baisse. À quelques jours des soldes d'été 2024 qui débutent le 26 juin, plus de la moitié des Français confient ne pas avoir l'intention de les faire cette année, selon une étude menée par OpinionWay pour Molly. Parmi eux, 1 sur 5 n'y trouve pas d'intérêt et ils sont dans les mêmes proportions à considérer qu'il y a déjà suffisamment de promotions intéressantes tout au long de l'année. Enfin, 19% des répondants estiment qu'ils ne peuvent pas en profiter en raison d'un manque de moyens financiers. La raison financière est la première raison évoquée par les foyers aux revenus inférieurs à 2 000 € par mois pour justifier ne pas vouloir faire les soldes. De leur côté, ceux avec des revenus supérieurs à 2 000 € mettent davantage en avant le manque d'intérêt. Qui sera au rendez-vous malgré une baisse constante de l'intérêt sur la période promotionnelle? Les soldes d'été restent un rendez-vous incontournable pour 4 Français sur 10. Pas envie de faire de bonnes affaires, 27%, ou par nécessité, 13%. Cette année, les moins de 50 ans vont davantage profiter de cette période pour effectuer leurs achats, 48% contre 32% des plus de 50 ans. Les familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans sont également plus nombreuses à souhaiter faire les soldes, 51% contre 35% des foyers sans enfants. La plupart des adeptes des soldes prévoient d'acheter des vêtements. La période est aussi l'occasion d'acheter des équipements pour les enfants. En plus de la garde-robe, les Français prévoient également d'investir dans l'électroménager, les articles de loisirs et la décoration. Un budget moyen en baisse. Pour ces soldes de juin 2024, près d'une personne sur deux a prévu de dépenser 200 € de plus que le reste de l'année. Par ailleurs, 37% d'entre elles envisagent de dépenser entre 100 et 199 € et 14% moins de 100 €. Si les intentions sont équilibrées entre les acheteurs et les acheteuses, le budget moyen envisagé par les hommes dépasse de 50 €, celui des femmes. Au global, le budget moyen des Français a baissé de 15% par rapport à 2023. Enfin, les jeunes sont globalement plus dépensiers pendant cette période. L'an dernier, les 18-24 ans, à eux seuls, ont dépensé 1 048 € en moyenne. Cette année, leur enveloppe s'annonce plus raisonnable, mais reste supérieure aux autres. En effet, les moins de 35 ans envisagent une enveloppe moyenne de 378 €, soit 71 € de plus que la moyenne globale. Les enseignes physiques priorisées par les clients. Pendant les soldes d'été, un Français sur deux préfère effectuer ses achats en magasin. Toutefois, 51% d'entre eux, l'achat en ligne est envisagé de façon exclusive ou omnicanale. L'étude pointe toutefois une fracture entre les moins de 35 ans et les plus de 50 ans. En effet, les premiers
ont davantage recours à l'achat en ligne, tandis que les seconds se dirigent principalement vers les points de vente physiques. Enfin, la majorité des Français s'orientent vers des enseignes qu'ils fréquentent déjà, 82%. Les moins de 35 ans font figure d'exception puisqu'ils vont majoritairement se tourner vers des enseignes qu'ils trouvent trop chères habituellement. 27% contre 17% des 35 ans et plus, et vers d'autres enseignes. Les fonds aiment encore l'e-commerce, mais pas les e-commerçants, à lire sur le JDN en date du 14 juin. 5 fonds d'investissement majeurs dans l'e-commerce révèlent leur stratégie d'investissement et les prochains vecteurs de croissance du secteur selon eux. Certains le regretteront, ce n'est pas moins une réalité, les sites e-commerce ne font plus rêver les investisseurs. La faute à des stocks de plus en plus chers, à des coûts d'acquisition clients toujours plus élevés, à une logistique saturée quand elle n'est pas à créer de toutes pièces. Résultat, une rentabilité au mieux faible, au pire inexistante. On a connu mieux pour faire rêver les fonds d'investissement. Mais alors, où ces derniers voient-ils l'avenir de l'e-commerce? Après avoir interrogé 5 d'entre eux spécialisés dans le secteur, le JDN pense avoir la réponse. Ne rêvez pas, point de révolution technologique à l'horizon, ni de niche miraculeusement inexploitée. Non, les investisseurs estiment que pour l'heure, que le mieux est de se concentrer sur l'optimisation de l'existant dans le retail média et le click and collect en particulier, et d'accéder sur les plateformes de services. Voici ce que cela donne dans le détail. Craquer l'acquisition client. Les fonds interrogés s'accordent tous sur la contrainte à lever dans l'e-commerce, l'acquisition. Nous voyons depuis 2 ans la performance des publicités baisser considérablement. Mise à jour Apple, expiration des cookies tiers, constate Xavier Faure, partenaire chez Spring Invest. Les e-commerçants se retrouvent donc avec des coûts d'acquisition beaucoup trop élevés. Pour répondre à ces enjeux, le fonds d'investissement a investi dans le retail média avec Media Rhythmics et dans la publicité digitale avec Data Ads. Le retail média est une façon pour les e-commerçants de trouver un réel modèle économique avec des revenus supplémentaires, valide Jean-David Chamboredon, CEO du fonds d'entrepreneurs Isaïe. Lui aussi avait investi dans le retail média avec Storetail avant que la start-up ne soit rachetée par Criteo. Il reste des choses à déployer, à automatiser et à optimiser sur le retail média, estime le dirigeant. Un avis partagé par Margot Grégoire, principale chez Alven Capital. Le retail média se développe beaucoup dans un contexte de faible marge avec des acteurs comme Camino Retail ou Gentside, mais ce n'est que le début. Xavier Faure et Laurent Foiry de Spring Invest avouent consacrer le gros de leur énergie au retail média. Pas question de perdre des clients si durement acquis, place donc aux solutions de rétention. L'expérience online doit être la plus personnalisée, engageante et user-friendly possible, rappelle Alexandra Dubar chez Daphne. Pour cela, le fonds d'investissement a notamment pris des parts chez Amperia, qui propose des showrooms immersifs sur les sites des marques. Nous n'avons pas investi, mais je pense aussi à des startups comme Visual sur les sujets d'essayage virtuel, poursuit-elle en résumé. Pour Daphne et son fonds spécialisé Dastor, le futur du e-commerce réside dans une expérience digitale proche de celle en magasin, une philosophie également adoptée par Alven Capital. Plus personne n'aura la même expérience de navigation, affirme Margot Grégoire. Ce n'est pas encore complètement rodé, mais nous sommes persuadés qu'il va y avoir des petits acteurs techniques sur le sujet de l'hyper-personnalisation. Optimisation logistique.
Pour une expérience réussie, encore faut-il que le client récupère son colis sans encombre. Livraison du dernier kilomètre, prédiction de vente, retour à la supply chain est le deuxième focus des investisseurs. Mais avant même la livraison, la gestion des stocks est une question. L'enjeu est de trouver les solutions qui permettent une gestion plus fine des stocks pour limiter les ruptures de stock ou à l'inverse le gaspillage. Détaille Alexandra Dubar à propos de la stratégie de Daphni qui a investi dans IDEA, lutte contre le gaspillage, et dans Stockly, rupture de stock. De son côté, Spring Invest se concentre sur la livraison du dernier kilomètre. Pour le partenaire Laurent Foiry, l'équation reste à résoudre. La livraison, le click and collect et les drives sont des services assez complexes à mettre en œuvre avec des infrastructures sous-jacentes lourdes, explique-t-il. Il faut pouvoir rendre le service opérationnel alors que les clients récupèrent leurs courses aux mêmes horaires. Pour rappel, Uber n'est rentable que depuis l'été dernier. En investissant dans WeDrop, drive piéton entièrement robotisé, le fonds tech fait le pari de la livraison automatisée. Spring Invest a également pris une participation chez Acolyte, logisticien à destination des marques haut de gamme. Pour Serena Capital, le sujet concerne plus spécifiquement le suivi des colis, même si le fonds n'a pas encore investi. Nous regardons cette problématique parce qu'il reste beaucoup de choses à améliorer, assure le partenaire Olivier Martret. Alven Capital, ce n'est pas encore positionné non plus, mais le fonds traque de près les acteurs de la gestion des retours. Nous sommes assez convaincus qu'il va y avoir un acteur SaaS sur l'optimisation de la logistique avec de l'intelligence un peu plus forte que simplement le pilotage du stock, confie Margot Grégoire. Il sera capable de dire « Je ne retourne pas le colis à l'entrepôt le plus proche, mais au point de vente avec la plus grande probabilité de revendre ce produit en cette taille et en ce coloris ». Du B2B au service. Si les fonds de venture capital n'investissent pratiquement plus dans les sites e-commerce en eux-mêmes, quelques exceptions subsistent, les plateformes B2B et de services. Tous les segments du B2B peuvent encore profiter d'une transformation e-commerce, estime le CEO d'Isaïe. Le fonds de VC a par exemple financé le site d'organisation de séminaires Naboo. Serena Capital et Isaïe, eux, ont tous deux investi dans la plateforme de service à domicile Wikasa, qui accélère très fortement en France et commence aussi à prendre sur le marché londonien, affirme Olivier Martret. Les investisseurs de Serena ont également placé leurs pions chez Malte, un marketplace de freelance. Nous regardons ceux qui rendent commandable à distance et instantanément des services qui ne l'étaient pas, conclut Jean-David Chamboredon d'Isaïe. La tendance au e-commerce, autrement appelé le marché de la seconde main, attire aussi l'attention. Bien que les investissements y semblent plus risqués, nous ne sommes pas encore positionnés. En revanche, nous regardons de très près les plateformes comme Twice, illustre Margot Grégoire de chez Alven Capital. Ce sont des investissements longs et difficiles, mais il y a un vrai sujet pour construire l'infrastructure de demain qui permettra de piloter la stratégie par produit unique et non par SKU comme pour le neuf. A contrario, Spring Invest a sauté le pas. Le fonds a participé à la levée de Smala, opérateur intégré de seconde main pour enfants, qui a récemment atteint la rentabilité, autant dire le Graal. Le e-commerce est bien un bouclier anti-inflation pour les Français, à lire sur clubic.com en date du 19 juin. Une étude commandée par Amazon et dont les résultats ont été dévoilés ce mercredi révèle que la croissance du commerce en ligne a permis aux ménages français d'économiser l'équivalent de 17 milliards d'euros sur 10 ans, alors que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Une étude à l'origine d'Amazon, menée par le cabinet Compass Lexecon, révèle que les consommateurs ont pu économiser 17 milliards d'euros entre 2010 et 2019, preuve de l'effet anti-inflation du e-commerce.
Les résultats sont en tout cas sans appel. La progression du commerce en ligne a contribué à freiner la hausse des prix pour l'ensemble des biens et services consommés par les ménages français. Mais nous entrons dans les détails. Le e-commerce, des atouts multiples pour lutter contre l'inflation. L'étude dont les données s'arrêtent en 2019 en raison du manque de données publiques de l'INSEE et de l'OCDE pour les années suivantes identifie les 3 atouts majeurs du commerce en ligne. Le premier porte sur la facilité de comparer les offres en quelques clics qui incite forcément les e-commerçants à proposer les meilleurs prix. Grâce à la transparence des prix en ligne, 84% des acheteurs en ligne disent faire des économies en trouvant le meilleur rapport qualité-prix. Du coup, cette possibilité de comparer les prix et offres exerce une pression à la baisse sur les tarifs. Autre atout, la gamme colossale de produits disponibles en ligne. On peut communément dire qu'on y trouve tout et n'importe quoi aujourd'hui et cela permet aux consommateurs de choisir des alternatives moins coûteuses. 89% des sondés disent d'ailleurs apprécier cette large sélection de produits. Enfin, n'oublions pas la livraison gratuite qui aide à niveler les prix, surtout sur le territoire, aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Cet avantage devenu aujourd'hui naturel dans le monde de la vente en ligne, moyennant parfois un certain montant pour son panier ou un abonnement, garantit à tous un accès égal au même prix sans que l'éloignement géographique n'entraîne de surcoût. Un bouclier contre la hausse des prix presque unanimement salué par les Français. Au-delà de l'effet anti-inflation, l'étude met en lumière les avantages perçus par les Français dans leur expérience d'achat en ligne. Qu'est-ce que cela veut dire? Les consommateurs apprécient en très grande partie le vaste choix de produits, 89%, les prix attractifs, 84%, et le gain de temps, 88%. L'économie totale de 17 milliards d'euros, qui vaut pour toutes les catégories produits et services confondus, pour les ménages équivaut à une année d'inflation. Pour ce qui est du cas d'Amazon, 94% de ses clients considèrent la plateforme comme utile dans leur quotidien, un chiffre qui ne trompe pas. Même dans les campagnes, 85% de ses clients estiment qu'ils peuvent trouver sur le site des produits, hélas introuvables dans leur commerce de proximité. Certes, de moins en moins nombreux. Un succès non démenti pour le e-commerce qui joue aujourd'hui un rôle crucial, presque sociétal, pour un grand nombre de Français. Événements et influenceurs dans le retail, quel crossover imaginé à lire sur republicretail.fr en date du 19 juin. Pour une marque, l'événementiel et l'influence sont des éléments clés des stratégies de communication et marketing, mais qu'en est-il de leur combinaison ? Amplifier un événement avec des influenceurs ou renforcer les relations avec les créateurs de contenu via des événements ouvre un large éventail de possibilités. Guide pratique activé. L'influence pour un événement qu'on organise, du petit séminaire d'équipe au symposium XXL en passant par un simple stand dans un salon ou encore un roadshow produit, tous les formats d'événements sont aujourd'hui relayés en digital avant, pendant et après par les organisateurs et les participants. Rien de nouveau sous le soleil derrière cette affirmation, mais pour amplifier la résonance d'une opération événementielle, qu'importe sa taille ou sa destination, d'autres leviers médias comme hors médias sont souvent activés et l'influence en fait maintenant complètement partie. On peut s'appuyer sur un influenceur pour faire la promotion d'un événement en amont, faire du contenu pendant l'événement en question et finir par un débrief a posteriori. Claire Raphaël Denard, General Manager chez Webedia Creators. Un principe ultra fréquent et utilisé par de nombreuses marques, à l'instar par exemple de la marque de chaussures Jonac, à la tête d'une 50aine de boutiques en France et en Europe et distribuées dans le monde entier. Nous célébrons nos 60 ans cette année par une campagne autour de nos modèles historiques d'avril à octobre que nous clôturerons avec un pop-up événementialisé aux Galeries Lafayette Paris Haussmann qui prendra la forme d'un musée.
Nous ferons venir des influenceuses à cette occasion. Nous avions déjà eu un espace éphémère à cette saison dernière appelé Le Café, où nous avions aussi mobilisé des influenceuses, témoigne Sarah Lepetit, responsable marketing et communication de la marque. Et elle poursuit, d'un point de vue événementiel, nous organisons aussi des inaugurations pour nos boutiques en province et à l'étranger. Nos influenceuses y viennent au même titre que les journalistes. Se greffer aux opérations événementielles organisées par les influenceurs eux-mêmes. C'est l'idée qu'ont eu les équipes marketing de Kinder Bueno avec l'appui de Webedia l'été dernier pour accompagner le lancement d'une nouvelle glace, un produit nouveau qui avait besoin d'être connu, de générer de la notoriété, de l'awareness dans un temps très court. On s'est demandé quel était le concept le plus impactant et créatif possible pour aller toucher notre cible prioritaire, la Gen Z, raconte Maurizio Guatre, Head of PR Influence chez Ferrero. À ce moment-là, Inoxtag, plus de 17 millions d'abonnés en cumulant ses comptes YouTube, TikTok et Insta, commençait à teaser auprès de sa communauté sa volonté de faire un tour de France en camping-car pour aller à sa rencontre. L'idée d'associer le volet influence et digital au volet événementiel terrain était très intéressante pour nous. Nous avons donc décidé de nous lancer pleinement dans l'aventure en adhérant au concept créatif d'Inoxtag. En veillant particulièrement à respecter sa liberté créative, nous essayons toujours de co-construire le brief avec le créateur et ses équipes. L'idée de collaborer avec Inoxtag s'est fait de manière très naturelle parce qu'il consomme et aime les produits de la marque Kinder Bueno, mais aussi parce qu'il avait déjà participé à notre première opération de lancement des glaces Kinder Bueno en 2022 avec son ami Michou. Du camping-car de l'influenceur aux goodies, glacières et claquettes, tout a été brandé Kinder Bueno. Nous nous sommes mis d'accord sur plusieurs points de contact avec les consommateurs. Inoxtag est ensuite allé à la rencontre de sa communauté ou de ses communautés sur les plages et leur a fait faire des dégustations de nos Kinder Bueno glaces en mode surprise. C'était très drôle à voir. La vidéo d'Inoxtag a été la plus vue l'été dernier sur sa chaîne avec 6,4 millions de vues sur YouTube et 7,8 millions d'impressions sur Insta. Ferrero a réalisé respectivement 160% et 313% de son objectif avec cette opération de crossover. La proximité avec nos consommateurs est essentielle, le média classique n'est plus suffisant. Avec ce format événementiel itinérant, nous sommes entrés en contact réel avec nos consommateurs, se félicite Maurizio Guatre. Utiliser l'événementiel pour nourrir la relation d'une marque avec ses influenceurs, pour approfondir la relation qu'une marque peut entretenir avec ses influenceurs réguliers ou non. L'événementiel est un levier aujourd'hui très fréquemment utilisé, qu'il s'agisse de voyages organisés ou d'événements locaux plus ou moins en grand comité. Le principe est aujourd'hui un réflexe pour beaucoup de marques. Nous avons accompagné L'Oréal à plusieurs occasions pour des masterclass spéciales et influenceurs d'une demi-journée, conférences sur les codes du luxe, découverte des dernières innovations, bar à make-up, ateliers. Les influenceurs ont vraiment apprécié le privilège qu'ils ont eu d'accéder à ce type d'événement de surcroît spécialement organisé pour eux, témoigne Raphaël Denard. Concrètement, ce type d'activation a deux intérêts pour une marque: créer du reach communautaire grâce à la quantité de contenu créé et partagé le jour J, et approfondir la connaissance qu'ont les influenceurs de sa marque, tout en entretenant la flamme. Une vision embrassée par Jonac. Nous utilisons l'événementiel comme canal pour améliorer et amplifier notre relation avec les influenceurs, explique Sarah Lepetit. On ne fait pas de gros événements d'influence, nous avons un parti pris plus confidentiel, nous organisons des déjeuners ou des dîners format assis en petit comité. Une vraie relation s'établit entre Jonac et les influenceuses. À cette occasion, nous lions ces opérations à nos actualités de communication.
Les marques de prêt-à-porter s'allient pour décarboner leurs approvisionnements, à lire sur e-commercemag.fr en date du 19 juin. Plusieurs marques de prêt-à-porter se sont alliées pour former la Future Supplier Initiative qui a pour objectif d'accompagner les fournisseurs dans leur transformation vers une production décarbonée de la mode. Plusieurs marques de mode comme H&M, Bestseller, Gap ou encore Mango ont uni leurs forces pour décarboner le secteur textile. La Future Supplier Initiative, plébiscitée par The Fashion Pact et en partenariat avec Apparel Impact Institute, Guidehouse et DBS Bank, veut proposer un modèle de financement collectif pour soutenir la décarbonisation du secteur de l'habillement, un des premiers pollueurs mondiaux. Cette initiative devrait démarrer au Bangladesh, hub de production du prêt-à-porter international. Alors que près de 99% des émissions totales des marques de mode proviennent de leur chaîne d'approvisionnement, l'idée de cette alliance d'enseigne est d'accélérer la transformation de l'industrie vers le net zéro en partageant les risques financiers et les responsabilités de la transition vers l'énergie renouvelable pour les usines de prêt-à-porter. Un soutien financier et technique. La Future Supplier Initiative est entièrement indépendante et servira les marques pour le développement et le financement de projets communs aux marques et à leurs fournisseurs. En somme, son objectif est d'aider les acteurs de la mode à surmonter les obstacles qui empêchent encore nombre d'usines d'adopter des solutions d'électrification et d'énergie renouvelable. En effet, cela demande des dépenses importantes pour lesquelles le retour sur investissement peut être long. Ce constat dissuade encore de nombreux fournisseurs, entravant ainsi les objectifs de décarbonisation de l'industrie. C'est pourquoi Future Supplier Initiative veut, grâce à la collaboration des marques, réduire les coûts du capital pour les prêts à destination des investissements technologiques des usines. Au-delà de l'aide financière, l'Alliance des acteurs du textile prodiguera une assistance technique pour aider les fournisseurs à identifier et mettre en œuvre les technologies et solutions à faible émission carbone. L'évaluation et le suivi des réductions de l'impact seront également assurés par la Future Supplier Initiative. Si l'initiative ne débute qu'au Bangladesh à l'heure actuelle, elle approche activement d'autres marques afin de s'étendre à d'autres régions clés comme le Vietnam, la Turquie, l'Inde, la Chine ou encore l'Italie. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.